Le silence était oppressant, comme une couverture trop lourde posée sur les épaules des passagers du vol AF237 à destination de Paris. Dans la pénombre douce de la cabine, les lumières tamisées des plafonniers dessinaient des ombres vacillantes sur les dossiers des sièges. Les moteurs ronronnaient, un murmure constant, presque hypnotique, qui semblait bercer l'avion dans une torpeur fragile. Mais ce calme presque artificiel, fut brisé en un instant, comme une vitre fracassée par une pierre. Un claquement sec, suivi d'un cri étouffé, déchira l'atmosphère. Amélie, 14 ans, assise au siège 18C, sentit une chaleur cuisante à l'arrière de sa tête. Ses doigts, crispés sur son carnet de croquis, laissèrent tomber son crayon, qui roula sous le siège avec un bruit sourd. Elle leva les yeux, le cœur battant à tout rompre, pour croiser le regard glacial de Claudette, l'hôtesse de l'air, dont la main venait de s'abattre sur elle. « Ton sac était mal rangé », cracha Claudette, sa voix tranchante comme une lame, chargée d'une autorité qui ne tolérait aucune réplique. Les autres passagers, figés, détournèrent les yeux, leurs visages se fondant dans l'ombre, comme si rien ne s'était passé. Mais pour Amélie, le monde s'était arrêté. La honte, tel un poison, s'infiltrait dans ses veines, mêlée de confusion et d'une douleur sourde qui n'était pas seulement physique. Ce que personne dans cette cabine ne savait, c'était que la femme aux commandes de cet avion, celle qui guidait ce géant d'acier à travers les nuages, était Élise Dubois, la mère d'Amélie, capitaine de ce vol, et ce qui allait suivre changerait tout. Amélie, frêle silhouette dans son pull en laine bleu marine, serrait son carnet contre sa poitrine, comme un bouclier dérisoire. Ses boucles brunes, légèrement emmêlées, retombaient sur ses épaules, encadrant un visage pâle où ses yeux noisettes brillaient d'une lueur vacillante, entre peur et défi. Elle n'avait rien fait de mal, du moins, elle ne pensait pas. Son sac à dos, un vieux modèle en toile acheté dans une brocante à Montmartre, était glissé sous le siège devant elle, comme le lui avait appris sa mère avant chaque voyage. « Toujours respecter les règles, Amélie », lui disait Élise, avec ce mélange de fermeté et de tendresse qui caractérisait les femmes françaises élevées dans le respect de la discipline et de l'élégance. Mais Claudette, avec son chignon impeccable et son uniforme bleu marine aux boutons dorés, semblait avoir vu en ce sac une offense personnelle. « Tu prends trop de place », ajouta-t-elle, plus bas, comme si ces mots étaient destinés à Amélie seule, un murmure venimeux. La jeune fille ouvrit la bouche pour répondre, pour expliquer que le sac était bien rangé, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La main de Claudette, suspendue dans l'air comme une menace, la réduisit au silence. Autour d'elle, les passagers semblaient s'être transformés en statues. Une femme en tailleur gris, assise à quelques rangées, ajusta ses lunettes et replongea dans son magazine. Un homme d'affaires, cravate desserrée, tapotait sur son ordinateur portable, feignant l'indifférence. Le silence était assourdissant, plus cruel encore que le geste de Claudette. Amélie sentit ses joues s'embraser. Elle baissa les yeux sur son carnet, où un dessin inachevé, un croquis délicat des toits de Paris vu d'en haut, inspiré par les récits de sa mère sur les couchers de soleil depuis le cockpit, semblait se moquer de son humiliation. Ses doigts tremblaient et une larme qu'elle refusa de laisser couler menaça de brouiller les lignes de son dessin. Elle pensa à sa mère, là-haut, dans le cockpit, ses mains fermes sur les commandes, son regard fixé sur l'horizon. Élise Dubois était une figure respectée, une femme qui avait gravi les échelons dans un monde dominé par les hommes, une capitaine dont la voix, calme mais autoritaire, inspirait la confiance. « Ne montre jamais tes larmes à ceux qui veulent te voir petite », lui avait-elle dit un jour, alors qu'elle prenait un café au lait dans un bistrot près de la Seine. Ces mots résonnaient maintenant dans l'esprit d'Amélie, mais ils semblaient si lointains, si inaccessibles face à la réalité de cet instant. Elle voulait disparaître, se fondre dans le siège, devenir invisible. Mais une petite voix, au fond d'elle, murmurait que ce n'était pas juste du tout. À l'autre bout de l'allée, une femme d'un certain âge, Madame Lefebvre, observait la scène avec une discrétion toute parisienne. Ses cheveux gris, soigneusement coiffés en un chignon bas, et son foulard en soie noué avec élégance trahissaient une vie de raffinement et de retenue. Elle avait vu beaucoup de choses dans ses 70 ans d'existence,
Des injustices petites et grandes, et quelque chose dans l'expression d'Amélie, cette fragilité mêlée de dignité, toucha une corde sensible en elle. Elle se pencha légèrement, ses lunettes glissant sur son nez, et murmura, presque inaudible: « Ça va, ma petite ?» Amélie, surprise par cette voix douce, tourna la tête. Elle ne savait pas quoi répondre. Sa gorge était nouée, ses pensées embrouillées. Elle hocha la tête, à peine, les yeux fixés sur les lignes brouillées de son carnet. Madame Lefèvre n'insista pas, mais son regard restait posé sur la jeune fille, comme une promesse silencieuse qu'elle ne serait pas complètement seule. Plus loin, à la rangée 18D, un adolescent nommé Léo, vêtu d'un sweat à capuche orné d'un logo de groupe de rock, observait lui aussi. Ses écouteurs pendaient autour de son cou, et ses doigts jouaient nerveusement avec son téléphone. Il avait vu le geste de Claudette, entendu le claquement, et quelque chose en lui s'était révolté. Sans réfléchir, il sortit son téléphone et commença à filmer, discrètement, l'objectif braqué sur l'allée où Claudette continuait son service, comme si de rien n'était. Léo, avec ses 16 ans et son air de rebelle, n'était pas du genre à se mêler des affaires des autres, mais il y avait dans cette scène une injustice qui le hérissait. Il jeta un coup d'œil à Amélie, ses épaules voûtées, son carnet serré contre elle, et murmura pour lui-même: « C'est pas normal, ça. » Il ne savait pas encore ce qu'il ferait de cette vidéo, mais il la gardait comme une preuve, un témoignage muet. Claudette, indifférente au malaise qu'elle avait semé, poursuivait son service avec une aisance étudiée. Elle s'arrêta à la rangée 19A, où un couple d'une trentaine d'années, élégamment vêtu, sirotait du vin rouge. « Tout va bien, mes chéris ?» demanda-t-elle, sa voix soudain mielleuse, un sourire plaqué sur son visage. Le contraste était saisissant. Pour eux, elle était tout charme et courtoisie. Pour Amélie, elle n'avait été que mépris. La jeune fille sentit une vague de colère monter en elle, mais elle la ravala. Elle pressa ses doigts contre son carnet, traçant machinalement les contours de son dessin, comme pour ancrer ses émotions dans quelque chose de tangible. Elle pensa à sa mère, à la force tranquille qu'elle incarnait. Élise lui avait toujours appris à tenir tête, à ne pas se laisser intimider. Mais là, dans cette cabine, entourée d'étrangers qui préféraient regarder ailleurs, Amélie se sentait minuscule. Un autre passager, assis à la rangée 18A, observait la scène avec une attention discrète. Monsieur Dupont, la cinquantaine, portait un costume légèrement froissé, ses lunettes rondes perchées sur son nez. Journaliste pour un quotidien parisien, il avait l'habitude d'observer, d'analyser, de chercher la vérité derrière les apparences. Il avait vu le geste de Claudette, entendu le claquement, et remarqué la manière dont les autres passagers avaient choisi l'indifférence. Il sortit un petit carnet de sa poche et griffonna quelques notes, son écriture rapide et précise. Il n'était pas sûr de ce qu'il ferait de cette observation, mais il savait qu'une telle injustice ne devait pas passer inaperçue. Il jeta un regard vers Amélie, notant la façon dont elle serrait son carnet, comme si c'était la seule chose qui la maintenait à flot. Il se promit d'agir, d'une manière ou d'une autre. Amélie, elle, luttait pour ne pas céder à la panique. Elle sortit son téléphone, ses doigts hésitant au-dessus de l'écran. Un message de sa mère, envoyé avant le décollage, clignotait. « Préviens-moi quand tu atterris, ma chérie, je te suis à la trace. » Élise avait cette manie, presque obsessionnelle, de vérifier la sécurité de sa fille, même à des milliers de mètres d'altitude. Amélie tapa quelques mots. Quelque chose s'est passé. Puis les effaça immédiatement. Elle ne pouvait pas inquiéter sa mère, pas maintenant, pas alors qu'elle pilotait un avion avec des centaines de vies entre ses mains. Elle verrouilla l'écran et glissa le téléphone dans sa poche, le cœur lourd. Les minutes s'étiraient, lentes, presque cruelles. Le bourdonnement des moteurs, le cliquetis des plateaux repas, le rire étouffé d'un passager à l'arrière. Tout semblait appartenir à un autre monde, un monde où Amélie n'avait pas sa place. Soudain, une voix douce brisa le silence. « Monsieur, puis-je vous aider ?» C'était Pierre, un steward au visage juvénile dont les yeux bleus trahissaient une sincère préoccupation. Il se tenait près de M. Dupont, qui venait d'appuyer sur le bouton d'appel. Le journaliste baissa la voix, mais son ton était ferme. « Il y a un problème avec votre personnel. Une passagère, dans cette rangée, a été frappée par une hôtesse. Cela doit être signalé. » Pierre pâlit, jetant un regard rapide vers Amélie,
puis vers Claudette, qui, depuis la cuisine de bord, observait la scène avec un regard perçant. « Je vais en informer la responsable », balbutia Pierre avant de s'éloigner précipitamment. Amélie sentit une lueur d'espoir, fragile mais réelle. Quelqu'un avait vu, quelqu'un avait parlé. Madame Lefebvre, toujours attentive, se pencha à nouveau vers Amélie. « Tu sais, ma petite, j'ai vu bien des injustices dans ma vie. À ton âge, j'étais comme toi, trop timide pour parler. Mais un jour, j'ai appris que le silence ne protège personne. » Ces mots, prononcés avec la sagesse d'une grand-mère française, étaient comme une caresse. Amélie hocha la tête, incapable de répondre, mais reconnaissante pour cette présence, ce filet de lumière dans l'obscurité de son humiliation. Elle ouvrit son carnet, tourna une page vierge et commença à dessiner, presque instinctivement. Les mains de sa mère, fermes, assurées, tenant les commandes d'un avion. C'était son refuge, son moyen de retrouver un semblant de contrôle. À l'arrière, Léo, le garçon au sweat à capuche, continuait de filmer, discrètement. Il zooma sur Claudette qui distribuait des boissons avec un sourire forcé, puis sur Amélie, dont la silhouette semblait rapetissée dans son siège. Il murmura à son voisin, un étudiant qui somnolait. « Tu crois que je devrais poster ça ?» L'autre haussa les épaules, marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Léo hésita, son pouce planant au-dessus de l'écran. Il ne connaissait pas cette fille, mais il savait que ce qu'il avait vu n'était pas juste du tout. La cabine s'assombrit pour le service du dîner. L'odeur du poulet réchauffé flottait dans l'air, mais Amélie n'y toucha pas. Son estomac était noué, ses pensées embrouillées par le doute et la honte. Et si c'était sa faute? Et si elle avait vraiment mal rangé son sac? Mais au fond d'elle, une certitude grandissait. Personne ne méritait d'être traité ainsi, surtout pas une enfant. Elle pensa à sa mère, à la fierté qu'elle voyait dans ses yeux chaque fois qu'elle enfilait son uniforme de capitaine. Élise était un modèle, une femme qui avait brisé les plafonds de verre, qui avait appris à Amélie que la dignité était un droit, pas un privilège. Mais là, dans cette cabine, entourée de regards fuyants, la dignité semblait être un luxe qu'on lui refusait. Soudain, une voix derrière elle la fit sursauter. « Hé, c'est vrai qu'elle t'a frappé ?» C'était Léo, ses yeux pleins d'une curiosité maladroite mais sincère. Amélie hocha la tête, à peine, ses lèvres serrées. « C'est pas normal », murmura-t-il, avant de détourner le regard, comme s'il ne savait pas quoi faire de cette vérité. Amélie sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine. Quelqu'un d'autre avait vu, quelqu'un d'autre savait. Le tintement de l'interphone retentit, brusque, autoritaire. Claudette, qui se tenait près de la cuisine, se raidit. Elle échangea un regard avec Pierre, puis marcha d'un pas décidé vers le cockpit, ses talons claquant sur le sol. Amélie la suivit des yeux, le cœur battant. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle sentait que quelque chose allait changer. Dans le cockpit, Élise Dubois, concentrée sur les instruments, tourna à peine la tête lorsque Claudette entra. Sa voix, froide et mesurée, trancha l'air. « J'ai reçu un rapport selon lequel une passagère de la rangée 18 a été frappée par un membre d'équipage. Était-ce vous, Claudette ?» La réponse de l'hôtesse fut hésitante, presque défensive. « C'était un malentendu, la fille était... difficile. » Élise haussa un sourcil. « Difficile? Vous l'avez frappée, oui ou non ?» Un silence pesant s'installa. « Oui, » murmura enfin Claudette. Élise ne sia pas. « Vous êtes relevé de vos fonctions pour le reste du vol. Le premier officier vous escortera au siège de repos. Vous ne vous approcherez plus de la rangée 18. » Claudette tenta de protester, mais le regard d'Élise, implacable, la réduisit au silence. De retour dans la cabine, Pierre s'approcha d'Amélie, un sourire timide aux lèvres. « Voulez-vous une couverture, mademoiselle ?» Amélie hocha la tête, reconnaissante pour ce geste simple. Elle enroula la couverture autour de ses épaules, comme un cocon, et sentit une partie de la tension s'évanouir. Mais la douleur, elle, restait. Elle ouvrit son carnet, contempla son dessin des mains de sa mère, et murmura pour elle-même. « Je ne suis pas seule. » Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait,
Mais une petite flamme, fragile mais tenace, s'était allumée en elle. Ce vol, elle le savait, ne serait pas qu'une histoire de honte, ce serait le début de quelque chose de plus grand. Dans le cockpit, baigné d'une lumière bleutée où les instruments clignotaient comme des étoiles captives, Élise Dubois, capitaine d'Air France, maintenait ses mains fermes sur les commandes, son regard fixé sur l'horizon invisible. Le bourdonnement des moteurs était une constante rassurante, un rappel de la précision et de la discipline qui régissaient de sa vie. Mais ce soir, son cœur battait à un rythme différent, troublé par le message que Pierre, le jeune steward, venait de lui transmettre à travers l'interphone. Une passagère de la rangée 18 avait été frappée par Claudette, l'hôtesse principale, une femme connue pour son zèle rigide et son attitude parfois hautaine. Élise n'avait pas eu besoin d'entendre le nom de la victime pour comprendre. Amélie, sa fille de 14 ans, sa lumière, son trésor, était là, dans la cabine, humiliée, vulnérable. Une colère froide, maîtrisée par des années de formation et de retenue, monta en elle, mais elle la contint, comme une Française élevée dans l'art de dissimuler ses émotions sous une façade d'élégance. Elle était capitaine, une femme qui avait brisé les barrières dans un monde d'hommes, et elle ne tolérerait pas qu'on touche à sa fille. D'un geste précis, elle appuya sur l'interphone, sa voix tranchante comme une lame polie. « Claudette, au cockpit. Tout de suite. » Dans la cabine, l'atmosphère était lourde, presque irrespirable, comme si l'avion entier pressentait qu'un orage se préparait, un orage qui ne se contenterait pas de murmures. Amélie, pelotonnée sous la couverture que Pierre lui avait donnée, serrait son carnet de croquis contre sa poitrine, comme un bouclier contre le monde. La douleur physique à l'arrière de sa tête s'était estompée, mais la brûlure de l'humiliation restait vive, une plaie ouverte qui semblait s'élargir à chaque regard détourné des autres passagers. À travers la fenêtre, le ciel nocturne défilait, un abîme noir où les lumières des villes scintillaient, lointaines, comme des promesses fragiles. Elle repensait aux mots de Madame Lefebvre, cette vieille dame au foulard de soie, dont la voix douce portait la sagesse d'une vie entière. « Le silence ne protège personne », avait-elle dit, avec cette gravité typique des grandes mères françaises, celles qui ont traversé les guerres et les injustices avec une dignité silencieuse. Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Amélie, mais ils étaient difficiles à saisir, comme une mélodie qu'on entend sans pouvoir la chanter. Elle voulait parler, crier, dire au monde que ce qui s'était passé n'était pas juste, mais la peur la retenait. Et si sa plainte mettait sa mère en difficulté? Et si elle, Amélie, était jugée comme la cause du problème? Elle ouvrit son carnet, feuilleta les pages remplies de dessins, des toits de Paris vus d'en haut, des ailes d'avion scintillant sous le soleil, les mains de sa mère tenant les commandes, et s'arrêta sur une page vierge. Ses doigts hésitèrent, puis saisirent son crayon. Elle traça une ligne, puis une autre, sans savoir ce qu'elle créait. Peut-être un moyen de retrouver sa voie, de reprendre le contrôle d'un monde qui semblait l'avoir rejeté. Dans l'allée, Pierre poursuivait son service avec une discrétion toute professionnelle, distribuant des plateaux repas aux passagers. Lorsqu'il passa près d'Amélie, il s'arrêta, son regard bleu empreint d'une compassion sincère. « Vous voulez quelque chose à boire, mademoiselle ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque un murmure, comme s'il craignait de briser la fragilité de l'instant. Amélie secoua la tête, mais murmura un « merci » à peine audible. Pierre hocha la tête, un geste simple mais chargé de solidarité. Il avait vu Claudette, son autorité cassante, son sourire hypocrite lorsqu'elle servait les autres passagers. Pierre, avec ses 25 ans et son air juvénile, n'était pas du genre à défier ouvertement ses supérieurs, mais il sentait que cette situation était différente. Il jeta un regard vers la cuisine de bord, où Claudette se tenait, immobile, les bras croisés, son visage fermé comme une porte verrouillée. Elle savait que son geste ne resterait pas sans conséquence, mais son attitude trahissait un défi, comme si elle se croyait intouchable, protégée par son uniforme et son ancienneté. À la rangée 18A, M. Dupont, le journaliste, continuait de griffonner dans son carnet, ses lunettes rondes glissant légèrement sur son nez. Ses doigts, agiles malgré la cinquantaine, capturaient chaque détail de la scène. L'heure, le numéro de vol, le nom de Claudette lu sur son badge, la description précise du geste violent.
Il avait aussi noté l'indifférence des autres passagers, cette manière si française de détourner le regard face à une gêne collective, comme si l'inaction était une forme de politesse. Mais M. Dupont n'était pas de ceux qui se contentent d'observer. Il avait couvert des manifestations dans les rues de Paris, des scandales politiques, des injustices sociales dans les banlieues. Cette scène, dans un avion à des milliers de mètres d'altitude, n'était qu'une goutte dans l'océan de ce qu'il avait vu, mais elle l'avait touché. Il y avait dans le regard d'Amélie, dans sa posture fragile, quelque chose qui lui rappelait sa propre fille, partie étudier à Londres. Il se pencha légèrement vers elle, sa voix basse mais claire, empreinte de cette courtoisie parisienne. « Mademoiselle, si vous avez besoin de quelqu'un pour témoigner, je suis là. Ce qui s'est passé n'est pas acceptable. » Amélie leva les yeux. Surprise par cette solidarité inattendue, elle hocha la tête, incapable de formuler une réponse mais reconnaissante pour ce filet de lumière dans l'obscurité de son humiliation. À la rangée 18D, Léo, l'adolescent au sweat à capuche orné d'un logo de groupe de rock, manipulait son téléphone avec une nervosité contenue. La vidéo qu'il avait filmée tournait en boucle dans son esprit. Il l'avait regardée 5 fois, chaque visionnage renforçant sa colère. Claudette, avec son sourire faux, frappant une fille qui n'avait rien fait. Il ouvrit son application de réseaux sociaux, hésitant à poster la vidéo. Il savait ce que cela signifiait. Une fois en ligne, elle pourrait devenir virale, attirer l'attention, mais aussi des ennuis. Léo n'était pas un héros, juste un gamin de la banlieue parisienne qui aimait le rock et détestait l'injustice. Il pensa à sa propre sœur, harcelée à l'école sans que personne n'intervienne. « Faut que ça change », murmura-t-il, ses doigts planant au-dessus du bouton « Publier ». Il jeta un regard à Amélie, qui dessinait dans son carnet avec une intensité presque fébrile, et sentit une bouffée de courage. Il appuya sur l'écran. La vidéo accompagnée d'un simple message. « Ce n'est pas normal. Justice pour elle » fut envoyée dans l'éther numérique, où elle commença à circuler, d'abord lentement, puis à une vitesse fulgurante. Quelques passagers, connectés au Wi-Fi de l'avion, reçurent des notifications. Une femme à la rangée 20B murmura à son mari. « Tu as vu ça? C'est scandaleux. » Mais la plupart gardaient le silence, comme si parler était trop risqué. Madame Lefebvre, toujours assise à côté d'Amélie, observait la jeune fille avec une tendresse presque maternelle. Elle sortit un petit mouchoir brodé de son sac à main, un geste si français, si élégant, et le tendit à Amélie. « Tiens, ma petite, on ne sait jamais quand on en a besoin. » Amélie prit le mouchoir, touchée par ce geste simple. Elle n'avait pas pleuré, pas encore. Mais la douceur du tissu contre ses doigts lui rappela les dimanches chez sa grand-mère, dans un petit appartement du Marais, où l'odeur des croissants chauds emplissait l'air. Madame Lefebvre se pencha à nouveau, sa voix basse mais ferme. « Quand j'avais ton âge, j'ai vu ma meilleure amie être humiliée par une professeure, devant toute la classe. Personne n'a rien dit. Moi non plus. Et tu sais, ça m'a poursuivi toute ma vie. Ne fais pas comme moi, ma chère. Parle. Ta voix compte. » Amélie sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Ces mots, prononcés avec la sagesse d'une femme qui avait vu le monde changer, étaient comme une ancre dans la tempête. Elle n'était pas seule, pas complètement. Dans le cockpit, Claudette entra, le dos raide, son chignon impeccable contrastant avec l'éclat de défi dans ses yeux. Élise, sans quitter les instruments des yeux, parla d'une voix glaciale où perçait une colère contenue. « Expliquez-vous, Claudette. » L'hôtesse tenta de se défendre, sa voix tremblante mais arrogante. La fille était désordonnée, son sac bloquait l'allée. J'ai dû intervenir. Élise tourna lentement la tête, son regard perçant comme une lame. « Vous l'avez frappée. Une enfant, ma fille. » Le mot « fille » résonna comme un couperet. Claudette pâlit, ses lèvres s'entr'ouvrant sans qu'aucun son n'en sorte. Élise poursuivit, sa voix toujours calme, mais d'une autorité implacable, celle d'une femme qui avait appris à commander dans un monde qui ne pardonne pas les faiblesses. « Vous êtes relevé de vos fonctions pour le reste du vol. Le premier officier, Antoine, va vous escorter au siège de repos. Vous ne vous approcherez plus de la rangée 18. Est-ce clair? » Claudette tenta de protester, ses mots se bousculant dans une défense maladroite. « Capitaine, c'était un malentendu, je... » Élise l'interrompit, d'un ton qui ne souffrait aucune réplique.
Ce n'est pas négociable. Allez. Antoine, un homme robuste au visage impassible, s'avança déjà. Allons-y, dit-il, son ton sec et professionnel. Claudette quitta le cockpit, les joues rouges, le regard fixé droit devant elle, comme si elle pouvait encore sauver la face. De retour dans la cabine, l'atmosphère avait subtilement changé. Les chuchotements s'intensifiaient, les regards se croisaient. La vidéo de Léo, bien qu'encore limitée à quelques téléphones, avait commencé à faire des vagues. Une jeune femme, assise à la rangée 19C, une étudiante en droit nommée Camille, tapa furieusement sur son téléphone, partageant la vidéo avec ses amis à Paris. « C'est inadmissible », écrivit-elle dans un groupe de discussion. « Une hôtesse qui frappe une gamine? Air France doit répondre. » Camille, avec ses lunettes rondes et ses cheveux attachés en un chignon désordonné, était du genre à ne pas supporter l'injustice. Elle jeta un regard à Amélie, qui semblait perdue dans son carnet, et se promit de faire quelque chose, même si elle ne savait pas encore quoi. À l'arrière, un couple de retraités, Monsieur et Madame Bisset, discutaient à voix basse. « De mon temps, une hôtesse n'aurait jamais osé, » murmura Madame Bisset, son accent provençal ajoutant une pointe de nostalgie à ses mots. Son mari hocha la tête, mais ajouta « Les temps ont changé, ma chère, mais pas toujours en mieux. » Bin. Pierre, de son côté, continuait de surveiller Amélie discrètement. Il lui apporta un verre d'eau, sans qu'elle l'ait demandé, et murmura « Votre mère est au courant. Elle s'occupe de tout. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. Sa mère savait. Une partie d'elle était soulagée, mais une autre craignait ce que cela signifiait. Élise était une professionnelle, une femme qui ne laissait jamais ses émotions prendre le dessus. Mais elle était aussi une mère, et Amélie savait que, pour elle, la famille passait avant tout. Elle ouvrit son téléphone, relut le message de sa mère. « Préviens-moi quand tu atterris, ma chérie. Je te suis à la trace. » Elle tapa quelques mots. Quelque chose s'est passé, puis les effaça. Elle ne pouvait pas inquiéter sa mère, pas maintenant, pas alors qu'elle pilotait un avion avec des centaines de vies entre ses mains. Elle verrouilla l'écran et glissa le téléphone dans sa poche, le cœur lourd. Monsieur Dupont, toujours plongé dans ses notes, envoya un message à un collègue à Paris. « Incident à bord d'un vol Air France. Une hôtesse a frappé une passagère mineure. Je te tiens au courant. » Il savait que cette histoire, si elle était bien racontée, pouvait faire les gros titres. Mais plus que cela, il voulait que justice soit faite. Il jeta un nouveau regard à Amélie, qui dessinait avec une intensité presque fébrile. Il se demanda ce qui se passait dans sa tête, ce que signifiait pour elle cet instant d'injustice. Il griffonna une dernière note. Une enfant, seule, face au silence des adultes. Une histoire française. Puis, il ferma son carnet et se tourna vers Madame Lefebvre, qui observait toujours Amélie avec une tendresse discrète. « Madame, murmura-t-il, vous pensez qu'elle ira bien ?» Madame Lefebvre sourit, un sourire triste mais empreint d'espoir. Elle est jeune, mais elle est forte, comme sa mère, je présume. Soudain, l'interphone tinta à nouveau. La voix d'Antoine, le premier officier, résonna, calme mais claire. « Mademoiselle Amélie, la capitaine Dubois vous invite dans le cockpit lorsque vous serez prête. » Un murmure parcourut la cabine. Les passagers levèrent les yeux, certains curieux, d'autres mal à l'aise. Camille, l'étudiante en droit, nota mentalement de vérifier les réglementations aériennes concernant les droits des passagers. Monsieur et Madame Bisset échangèrent un regard, comme si l'histoire prenait une tournure inattendue. Amélie sentit son cœur bondir. Elle regarda Madame Lefebvre, qui lui adressa un sourire encourageant. « Vas-y, ma petite, ta mère t'attend. » Amélie se leva, ses jambes tremblantes, et marcha dans l'allée, sentant les regards peser sur elle. Certains étaient curieux, d'autres indifférents, mais aucun n'était hostile. Elle passa devant Léo, qui lui fit un petit signe de tête, comme pour dire « T'es pas seule. » Elle hocha la tête en retour, un geste presque imperceptible, mais qui scellait une alliance silencieuse. Le cockpit était un havre de chaleur et de technologie. Les panneaux clignotaient doucement, et l'odeur du café, préparé par Antoine, flottait dans l'air.
Élise tourna la tête lorsque sa fille entra, son expression s'adoucissant instantanément. « Ma chérie » murmura-t-elle, sa voix vibrant d'une tendresse contenue. Amélie sentit les larmes monter, mais elle les ravala. « Je n'ai rien fait, maman. Je te jure, j'étais juste assise. » Élise tendit la main, serrant celle de sa fille avec une force qui semblait défier le monde entier. « Je sais, Amélie. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui n'ai pas été là pour te protéger. » Ces mots, prononcés avec une sincérité brute, brisèrent quelque chose en Amélie. Elle ne pleura pas encore, mais elle sentit une force nouvelle naître en elle. Elle s'assit sur le siège d'appoint, regardant sa mère guider l'avion avec une assurance qui semblait défier les lois de la gravité. Pour la première fois depuis l'incident, Amélie se sentit en sécurité, comme si le cockpit était un refuge où rien ne pouvait l'atteindre. De retour à son siège, enveloppée dans sa couverture, Amélie ouvrit son carnet. Elle dessina non plus les mains de sa mère, mais les siennes, tenant un crayon, traçant des lignes audacieuses, des lignes qui ne tremblaient plus. Elle n'était pas encore prête à parler, pas complètement, mais elle savait que ce moment, ce vol, marquerait un tournant. Elle n'était pas seule, et elle ne le serait plus jamais. Dans la cabine, les murmures continuaient. La vidéo de Léo gagnait du terrain, et les regards des passagers, autrefois fuyants, commençaient à se poser sur elle, non plus avec indifférence, mais avec une curiosité teintée de respect. Quelque chose changeait, lentement, mais sûrement. L'avion entama sa descente, un léger frémissement parcourant la cabine alors que les moteurs ajustaient leur puissance. Les lumières de la ville, désormais plus proches, scintillaient à travers les hublots comme des éclats de diamants sur un tissu noir. Dans la rangée 18C, Amélie, enveloppée dans sa couverture, sentait encore le poids des regards, certains curieux, d'autres mal à l'aise, mais aucun n'osait croiser le sien directement. L'humiliation infligée par Claudette, l'hôtesse de l'air, semblait s'être dissipée dans l'air, mais son empreinte restait, comme une cicatrice invisible. Pourtant, quelque chose avait changé en Amélie. Le moment passé dans le cockpit avec sa mère, Élise Dubois, la capitaine de ce vol, lui avait insufflé une force nouvelle, une lueur de courage qui vacillait encore mais refusait de s'éteindre. Elle serrait son carnet de croquis, où une esquisse de ses propres mains, tenant un crayon avec assurance, prenait forme. Ce n'était plus seulement un dessin. C'était une promesse, un serment muet qu'elle ne se laisserait plus réduire au silence. Alors que l'avion se rapprochait du sol, Amélie prit une décision. Elle parlerait. Elle raconterait ce qui s'était passé, non pas pour se venger, mais pour affirmer sa place dans un monde qui, parfois, semblait vouloir l'effacer. L'interphone tinta, et la voix d'Élise, calme et autoritaire, résonna. « Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente vers Paris. Merci de redresser vos sièges et de boucler vos ceintures. » Pour Amélie, ces mots étaient plus qu'une annonce. Ils étaient un appel à se tenir droite, à ne pas plier. Dans la cabine, l'atmosphère était tendue, presque palpable. La vidéo tournée par Léo, l'adolescent au sweat à capuche, avait fait son chemin sur les réseaux sociaux, malgré la connexion limitée du Wi-Fi de bord. Les notifications clignotaient sur les écrans des passagers, et les chuchotements s'intensifiaient. Camille, l'étudiante en droit assise à la rangée 19C, tapait furieusement sur son téléphone, partageant la vidéo avec ses camarades de l'université Paris-Sorbonne. « C'est un scandale », écrivait-elle dans un groupe de discussion. « Une hôtesse qui frappe une mineure ? Air France doit répondre, et vite. » Camille, avec ses lunettes rondes et son chignon désordonné, incarnait cette fougue typique des jeunes Françaises, celle qui, nourrie par l'héritage des manifestations de mai 68, refusait de tolérer l'injustice. Elle jeta un regard à Amélie, qui semblait absorbée par son carnet, et sentit une bouffée de solidarité. Elle nota mentalement de vérifier les réglementations aériennes dès son arrivée à Paris. Si cette fille, cette adolescente frêle, avait le courage de rester digne après une telle humiliation, alors Camille se devait de faire quelque chose, même si ce n'était qu'un tweet ou un article pour le journal étudiant. À la rangée 18A, M. Dupont, le journaliste, referma son carnet avec un claquement sec. Il avait tout consigné. L'incident, les réactions des passagers, l'attitude de Claudette, et même le silence coupable de la cabine. Ses lunettes rondes glissaient sur son nez,
mais ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. Il avait couvert des histoires plus graves, des grèves, des scandales politiques, des crises sociales. Mais celle-ci, dans sa simplicité brutale, le touchait profondément. Il voyait en Amélie sa propre fille, partie étudier à Londres, et il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il ressentirait si quelqu'un osait lever la main sur elle. Il envoya un dernier message à son collègue à Paris. Incident à bord d'AF-237. Une hôtesse a frappé une passagère mineure, la fille de la capitaine. Je prépare un article. Besoin de vérifier les politiques d'Air France sur la conduite du personnel. Il savait que cette histoire, si elle était bien racontée, pouvait secouer l'opinion publique. Mais plus que cela, il voulait que justice soit faite, non pas pour les gros titres, mais pour cette adolescente qui serrait son carnet comme un talisman. Madame Lefebvre, assise à côté d'Amélie, observait la jeune fille avec une tendresse qui rappelait les grands-mères françaises, celles qui portent en elles la mémoire des luttes et des silences. Son foulard de soie, noué avec une élégance intemporelle, semblait presque incongru dans cette cabine où la tension flottait comme une brume. Elle posa une main légère sur le bras d'Amélie, un geste si doux qu'il semblait appartenir à un autre temps. « Ma petite, » murmura-t-elle, « tu as été forte, plus forte que beaucoup d'adultes ici. » Amélie leva les yeux, surprise par la chaleur de ces mots. Elle n'avait pas l'impression d'être forte. Elle se sentait petite, vulnérable, encore tremblante du choc de l'incident. Mais les paroles de Madame Lefebvre, prononcées avec cette sagesse qui vient de décennies d'expérience, éteignent comme une encre. « Quand j'étais jeune, » poursuivit la vieille dame, « j'ai vu des injustices, et j'ai appris à mes dépens que le silence est le complice des bourreaux. Tu as une voix, Amélie, utilise-la. » Ces mots simples mais lourds de sens s'enracinèrent dans l'esprit de la jeune fille. Elle hocha la tête, un geste timide mais résolu, et serra le mouchoir brodé que Madame Lefebvre lui avait donné comme un talisman de courage. À l'arrière de la cabine, Léo, l'adolescent rebelle, suivait l'évolution de sa vidéo sur son téléphone. Les likes et les partages s'accumulaient à une vitesse vertigineuse, et les commentaires, bien que rares à cause de la connexion limitée, étaient unanimes. « C'est inacceptable. Air France doit s'expliquer. » Léo, avec ses 16 ans et son air de gamin des banlieues parisiennes, n'avait pas prévu que son geste impulsif aurait un tel impact. Il jeta un regard à Amélie qui dessinait avec une concentration presque méditative et sentit une pointe de fierté. Il ne la connaissait pas, mais il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Son voisin, un étudiant endormi jusqu'à présent, ouvrit un œil et marmonna. « T'as posté ça? T'es fou, mec. Ça va faire un bordel. » Léo haussa les épaules, un sourire en coin. « Tant mieux. Faut que ça bouge. » Il ne se voyait pas comme un héros, mais comme un gamin qui en avait marre de voir les choses injustes passer sous silence. L'avion toucha le sol avec une secousse légère, presque imperceptible, un atterrissage parfait signé Élise Dubois. L'interphone tinta à nouveau et la voix de la capitaine, toujours aussi posée, emplit la cabine. « Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à Paris-Charles de Gaulle. Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous espérons vous revoir bientôt. » Ces mots, banals en apparence, portaient une gravité nouvelle pour Amélie. Elle savait que sa mère, derrière cette voix professionnelle, pensait à elle. Les passagers commencèrent à rassembler leurs affaires, à déboucler leurs ceintures, mais une tension persistait. Claudette, reléguée au siège de repos à l'arrière, était invisible, mais son absence semblait peser sur la cabine, comme un fantôme. Pierre, le jeune steward, s'approcha d'Amélie une dernière fois, son sourire timide mais sincère. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, mademoiselle, je suis là. » Amélie hocha la tête, reconnaissante pour cette gentillesse discrète, si typique des Français qui savent offrir du réconfort sans ostentation. Alors que les portes de l'avion s'ouvraient, Élise Dubois apparut à l'entrée de la cabine, droite dans son uniforme, les épaulettes dorées scintillant sous les lumières. Elle saluait les passagers avec cette courtoisie impeccable qui caractérise les capitaines d'Air France, mais son regard cherchait Amélie. Lorsqu'elle l'aperçut, ses yeux s'adoucirent, et elle ajusta le col du pull de sa fille avec un geste maternel, presque instinctif. « Vas-y, ma chérie, » murmura-t-elle. « Tu as atterri. » Amélie sentit une boule se former dans sa gorge.
Elle voulait dire tant de choses, qu'elle avait eu peur, qu'elle s'était sentie seule, qu'elle ne voulait pas que sa mère ait des ennuis. Mais les mots restèrent coincés. Élise, devinant ses pensées, lui serra l'épaule. « Je suis fière de toi », ajouta-t-elle, sa voix basse mais ferme, empreinte de cette fierté française qui ne s'exprime pas par des éclats, mais par une dignité tranquille. À la sortie de l'avion, une femme en tailleur gris, portant un badge d'Air France, s'approcha d'Amélie et d'Élise. « Mademoiselle Dubois, je suis Madame Garnier, du service des relations avec les passagers. Seriez-vous prête à faire une déclaration concernant l'incident ?» Élise se plaça instinctivement devant sa fille, son regard acéré. « Ma fille est mineure. Vous vous adresserez à moi d'abord. » Mais Amélie, à la surprise de sa mère, posa une main sur son bras. « C'est bon, maman. Je veux parler. Je veux qu'il sache ce qui s'est passé. » Élise la regarda, un mélange de surprise et de fierté dans les yeux. Elle hocha la tête, reculant d'un pas pour laisser sa fille prendre la parole. Dans un petit salon de l'aéroport, loin des regards indiscrets, Amélie s'assit face à Madame Garnier. La pièce était impersonnelle, avec ses murs beiges et son odeur de café froid. Mais Amélie se tenait droite, son carnet posé sur ses genoux. « Elle m'a frappée », dit-elle, sa voix claire malgré un léger tremblement. J'étais assise, je dessinais. Mon sac était sous le siège, comme d'habitude. Elle m'a dit que je prenais trop de place. Et puis, elle m'a frappée. Personne n'a rien dit. Chaque mot était un effort, mais aussi une libération. Madame Garnier, prenant des notes sur sa tablette, hocha la tête, son visage impassible mais attentif. « Je vois. Nous allons ouvrir une enquête. Ce comportement est inacceptable. » Amélie sentit une vague de soulagement, mais aussi une fatigue immense. Elle avait parlé. Elle avait été entendue. Dehors, l'aéroport était un tourbillon de lumière et de mouvement. Élise et Amélie marchaient côte à côte, leurs pas résonnant sur le sol lisse. Monsieur Dupont, qui les avait suivis discrètement, s'approcha avant qu'elles ne rejoignent la zone des bagages. « Mademoiselle Amélie, dit-il, tendant une carte de visite, je suis journaliste. Si vous avez besoin de quelqu'un pour raconter votre histoire, ou si vous voulez que justice soit faite, appelez-moi. » Amélie prit la carte, ses doigts effleurant le papier épais. « Merci, » murmura-t-elle, touchée par cette solidarité inattendue. Madame Lefebvre, qui les avait rejoints, ajouta avec un sourire. « Vous êtes une jeune fille courageuse, ne l'oubliez jamais. » Léo, qui traînait non loin avec son sac à dos, leva la main en un salut maladroit. « J'ai posté la vidéo, » dit-il simplement. « Les gens parlent, ça va pas passer inaperçu. » Amélie lui sourit, un sourire timide mais sincère. Dans le taxi qui les ramenait vers Paris, Amélie regarda par la fenêtre, les lumières de la ville défilant comme une rivière scintillante. Elle ouvrit son carnet, tourna une page vierge et commença à dessiner. Pas les mains de sa mère cette fois, mais une silhouette, la sienne, debout sur un tarmac, face à un avion prêt à décoller. Derrière elle, un ciel immense, sans limite. Élise, assise à ses côtés, posa une main sur la sienne. « Tu as été incroyable, ma chérie. » Amélie hocha la tête, les larmes aux yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas de honte ou de peur. C'étaient des larmes de fierté, de soulagement, de force retrouvée. Plus tard, dans leur appartement du 11e arrondissement, Amélie s'assit sous la lumière douce d'une lampe. Elle ouvrit son carnet et acheva son dessin. La silhouette sur le tarmac levait les yeux vers le ciel, non pas avec défi, mais avec assurance. Elle avait appris ce soir-là qu'elle avait une voix et que cette voix pouvait résonner, même dans un monde qui parfois cherche à la faire taire. Dehors, Paris scintillait, indifférente mais belle, et Amélie sut qu'elle n'oublierait jamais ce vol, non pas pour la douleur, mais pour le moment où elle avait appris à se tenir droite, à réclamer sa place, à refuser de disparaître. Quelques jours plus tard, Air France publia un communiqué annonçant la suspension immédiate de Claudette et l'ouverture d'une enquête interne. La vidéo de Léo, devenue virale, avait forcé la compagnie à réagir. Monsieur Dupont publia un article dans son journal intitulé « Une injustice à 30 000 pieds », qui racontait l'histoire d'Amélie avec une sobriété émouvante,
Camille, l'étudiante, lança une pétition en ligne pour demander des réformes dans la formation du personnel navigant. Et Madame Lefebvre, dans son petit appartement du Marais, sourit en lisant les nouvelles, fière d'avoir vu une jeune fille trouver sa voie. Mais pour Amélie, le vrai dénouement était plus intime. C'était le regard de sa mère, ce mélange de fierté et d'amour, qui lui rappelait qu'elle n'était jamais seule. C'était le dessein qu'elle avait achevé, une promesse à elle-même de ne plus jamais se sentir petite. Et c'était la certitude, ancrée au plus profond d'elle, qu'une voix, même tremblante, peut changer le cours des choses. L'histoire d'Amélie, une adolescente de 14 ans confrontée à une injustice brutale à bord d'un avion, résonne profondément avec les valeurs françaises de dignité, de justice et de solidarité. Cette histoire, ancrée dans une réalité à la fois ordinaire et extraordinaire, nous invite à réfléchir sur notre rôle dans la société, sur la manière dont nous réagissons face à l'injustice, et sur la force qu'il faut pour se lever et parler, même lorsque le monde semble vouloir nous réduire au silence. À travers le prisme de la culture française, où l'élégance, la retenue et la quête de vérité sont des piliers, cette histoire offre des leçons universelles, mais aussi profondément enracinées dans l'esprit français, que nous pouvons appliquer à nos vies quotidiennes. D'abord, l'histoire d'Amélie nous rappelle l'importance de la dignité personnelle, une valeur chérie dans la culture française. Amélie, humiliée par le geste de Claudette, l'hôtesse de l'air, aurait pu céder à la honte et au silence, comme tant d'autres dans la cabine. Mais, soutenue par les paroles de Madame Lefebvre et la force de sa mère, Élise Dubois, elle choisit de se tenir droite, de ne pas laisser l'injustice définir qui elle est. Cette dignité, ce refus de se laisser diminuer, est un écho de l'esprit français, celui qui s'exprime dans la littérature de Camus ou de Sartre, où l'individu affirme son existence face à l'absurde ou à l'oppression. Dans nos vies, nous faisons tous face à des moments où notre valeur est mise en doute. Une critique injuste au travail, un jugement hâtif dans un cercle social, ou même une agression physique ou verbale. La leçon d'Amélie est claire. Même dans la douleur, nous devons nous rappeler que notre dignité est inaliénable. Elle nous invite à ne pas baisser la tête, à ne pas laisser les autres nous définir par leurs actes ou leurs mots. Appliqué à la vie quotidienne, cela signifie défendre notre droit à être respecté, que ce soit en disant non à une situation injuste ou en prenant la parole pour exprimer notre vérité. Ensuite, l'histoire met en lumière le pouvoir de la solidarité, une valeur profondément française, forgée par des siècles de lutte collective, des révolutions aux mouvements sociaux. Dans la cabine, le silence initial des passagers reflète une réalité humaine. Face à l'injustice, il est souvent plus facile de détourner le regard. Mais des figures comme Madame Lefebvre, avec sa sagesse discrète, Monsieur Dupont, avec son engagement journalistique, et Léo, avec son acte impulsif mais courageux de filmer l'incident, montrent que la solidarité peut naître des gestes les plus simples. Madame Lefebvre, avec son mouchoir brodé et ses paroles encourageantes, incarne cette élégance française qui transforme un petit acte en un symbole d'humanité. Léo, avec sa vidéo partagée sur les réseaux sociaux, représente la jeunesse française d'aujourd'hui, connectée et prête à défier l'ordre établi. Monsieur Dupont, quant à lui, rappelle le rôle de l'intellectuel français, celui qui observe, analyse et agit pour que la vérité éclate. Ensemble, ils forment une mosaïque de solidarité, chacun contribuant à sa manière à soutenir Amélie. Dans nos vies, cela nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être des héros pour faire une différence. Un mot gentil, un témoignage, un partage sur les réseaux sociaux, ces gestes, si petits soient-ils, peuvent changer la trajectoire d'une injustice. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » y est gravée dans l'âme collective, cette leçon nous pousse à être attentifs aux autres, à tendre la main, même lorsque cela semble risqué. Un autre enseignement majeur de cette histoire est le courage de parler, même lorsque la voix tremble. Amélie, au départ paralysée par la peur et la honte, trouve finalement la force de raconter son histoire face à la représentante d'Air France. Ce moment, où elle choisit de ne pas se taire, est un acte de bravoure qui résonne avec l'esprit français de résistance, celui qui s'est manifesté dans les écrits de Voltaire ou dans les discours de Gaulle. En France, la parole est un art, mais aussi une arme, utilisée pour défendre la justice et la vérité. Amélie, en prenant la parole, ne se contente pas de dénoncer une injustice. Elle affirme son existence, son droit à être entendue.
Pour nous, cela signifie que, face à l'injustice, qu'il s'agisse d'un incident au travail, d'une discrimination dans un espace public ou d'une injustice systémique, nous devons trouver le courage de parler. Cela peut être intimidant, surtout dans une culture où la retenue est valorisée, mais l'histoire d'Amélie nous montre que la vérité, même exprimée avec hésitation, a le pouvoir de changer les choses. Dans nos vies, cela peut se traduire par une conversation difficile avec un supérieur, une lettre ouverte, ou même un simple courriel pour signaler un problème. Chaque mot compte, chaque voix peut faire pencher la balance. Enfin, l'histoire d'Amélie et d'Élise met en lumière la force des liens familiaux, un pilier de la culture française. Élise, en tant que capitaine et mère, incarne cette dualité si française entre la rigueur professionnelle et la tendresse personnelle. Lorsqu'elle apprend ce qui est arrivé à sa fille, elle agit avec une autorité froide, mais son amour pour Amélie transparaît dans chaque geste, chaque mot. Leur échange dans le cockpit, où Élise serre la main de sa fille et lui dit qu'elle n'a rien fait de mal, est un moment d'une puissance émotionnelle rare, qui rappelle les scènes familiales décrites dans les romans de Balzac ou de Mauriac, où l'amour se mêle de devoirs. Dans nos vies, cette leçon nous invite à chérir nos proches, à leur offrir un refuge dans les moments de doute. Cela signifie être présent pour nos enfants, nos parents, nos amis, non pas seulement dans les moments de joie, mais surtout dans ceux de douleur. Pour les Français, la famille est un socle, un lieu où l'on apprend à être soi, à se relever, à affronter le monde. Amélie, soutenue par sa mère, trouve la force de parler, de dessiner, de se réinventer. Nous pouvons appliquer cela en étant des piliers pour ceux qui nous entourent, en leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls. Ces leçons, la dignité, la solidarité, le courage de parler et la force de la famille, ne sont pas abstraites. Elles s'inscrivent dans des gestes concrets. Refuser de se taire face à une remarque injuste, tendre la main à quelqu'un dans le besoin, écrire un message pour dénoncer une injustice ou simplement écouter un proche avec attention. En France, où la culture valorise la réflexion et l'action mesurée, ces gestes prennent une résonance particulière. Ils nous rappellent que, même dans un monde parfois indifférent, nous avons le pouvoir de changer les choses, une voix à la fois. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur le courage, la justice et la solidarité, alors agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer que les voix comme celle d'Amélie doivent être entendues. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que cette histoire inspire d'autres à se lever contre l'injustice. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits vrais, profonds, qui parlent de ce qui nous rend humains. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que cette histoire a éveillé en vous. Partagez vos pensées, vos expériences. Ensemble, faisons résonner la vérité, car chaque voix compte, surtout la vôtre.